La communication acoustique occupe une place prépondérante dans le comportement et dans l'évolution des orthoptères. Chez la très grande majorité des orthoptères, le son est produit par stridulation, c'est-à-dire par le frottement de deux parties du corps l'une contre l'autre. Et dans cette vidéo, nous allons nous occuper de la stridulation chez les encifères. Chez les encifères, on a deux modalités principales de stridulation, la stridulation fémoro-abdominale et la stridulation élytrale. Commençons par la stridulation fémoro-abdominale. Dans ce cas, le son est produit par le frottement de picots qui sont localisés sur les premiers tergites de l'abdomen par les fémurs postérieurs. C'est une modalité qui se trouve très largement chez les encifères, parce qu'elle est attestée par exemple chez les Gryacrididés, les Schizodactylidés, les Rhaphidophoridae, les Anostostomatidés et les Sténopelmatidés. Cette modalité est tellement répandue que certains auteurs ont fait l'hypothèse qu'elle était ancestrale en fait aux encifères. C'est un raisonnement qui bien sûr est phylogénétiquement faux, parce que ce n'est pas parce qu'un caractère est largement répandu qu'il est ancestral à un clade. En fait, il s'agit d'une hypothèse qu'il faut tester premièrement par l'établissement des homologies primaires au niveau des structures et des comportements d'émission, et deuxièmement par la confrontation de cette hypothèse avec une hypothèse phylogénétique, et sa cohérence par rapport à l'hypothèse phylogénétique. En fait, chez les encifères, les structures de stridulation fémoro-abdominale, de même que les comportements, diffèrent selon les espèces. Si on compare par exemple les Anostostomatidés et les Gryacrididés, on voit que les structures de stridulation chez les Anostostomatidés, les picots sont distribués en plages sur les tergites, alors qu'ils forment des rangées sur des tergites qui ne sont pas forcément les mêmes chez les Gryacridides. Et d'autre part, au niveau du comportement, le comportement de stridulation est différent. Chez les Anostostomatidés, les pattes vont faire des mouvements verticaux, alors que chez les Gryacrididés, les mouvements peuvent être circulaires, ou il peut même y avoir le déplacement seul de l'abdomen pour créer cette friction sur les organes de stridulation. La conclusion, c'est que les similitudes qui sont observées entre ces deux familles ne recouvrent pas forcément des homologies primaires, mais peuvent résulter de contraintes fonctionnelles liées au processus même de la stridulation fémoro-abdominale. En fait, il n'y a pas 36 manières de frotter la base de l'abdomen avec les pattes postérieures. La stridulation fémoro-abdominale est observée chez les mâles, chez les femelles, chez les adultes, chez les juvéniles, et elle est observée en général dans un contexte interspécifique d'échappement à des prédateurs. Ce qui fait que la majorité des encifères qui présentent ce comportement de stridulation fémoro-abdominale ne vont pas avoir d'organes d'écoute, ils n'ont pas de tympan. Et en fait, les espèces ont besoin de faire du bruit pour éviter d'être attrapées par un prédateur, pour le surprendre, mais elles n'ont pas forcément besoin de l'entendre. Alors la situation est radicalement différente pour la stridulation élytrale, qui est générée par le frottement des deux élytres l'un contre l'autre, et qui existe chez les grillons, les courtilières, les sauterelles et les agloïdes. En fait, ici, ce sont principalement les mâles qui chantent dans le contexte de la reproduction. Le mâle chante, il émet un chant assez fort pour attirer les femelles à distance, et les femelles vont entendre le mâle, le localiser, l'évaluer par rapport à son chant, et si elles sont réceptives, elles vont se diriger vers le mâle. Et à ce moment-là, l'accouplement pourra avoir lieu. Et ce comportement de déplacement des femelles est appelé la phonotaxie. Alors il existe quelques exceptions où c'est le mâle qui se déplace vers la femelle, où un autre mode de communication va suivre la communication acoustique, mais le cas général, c'est la phonotaxie des femelles vers un mâle qui chante en point fixe. Alors quels sont les mouvements qui vont générer le chant en stridulation élytrale? En fait, les espèces vont relever les élytres et elles vont déplacer les élytres dans un mouvement de déplacement de va-et-vient latéral. Et l'élytre qui est sur le dessus présente un peigne, l'élytre qui est sur le dessous a son rebord durci, et ça va faire un mouvement comme ça de frottement de peigne qui est la stridulation élytrale. Alors selon le groupe, la position des élytres diffère. Chez les grillons, les élytres sont très fortement relevés au-dessus du corps, alors que chez les sauterelles, par exemple, les élytres sont beaucoup moins relevés. Chez les courtilières, la situation est différente, parce que la courtilière ne chante que depuis l'intérieur de son terrier. Par contre, il existe d'autres différences selon les espèces.
notamment sur la symétrie, sur la taille de l'appareil stridulatoire et bien sûr sur la nature même des nervures qui vont constituer l'appareil stridulatoire. Quelques exemples. Chez la majorité des grillons, l'organe stridulatoire est symétrique, c'est-à-dire que les deux élytres présentent le même appareil stridulatoire, alors que chez les sauterelles, l'appareil est totalement dissymétrique. Les organes de résonance, par exemple, ne sont situés que sur l'élytre gauche. Et au niveau de la nervation, là, on a vraiment des problématiques scientifiques extrêmement importantes qui visent en fait à répondre à une question centrale qui est la suivante. Est-ce que la communication élytrale est ancestrale chez les encifères ou est-ce qu'elle est apparue plusieurs fois au sein de l'évolution du clade? Et pour résoudre cette question, en fait, les scientifiques se bataillent depuis de dizaines d'années et on n'a toujours pas une réponse définitive à cette question. En fait, les structures qui sont impliquées dans la production de son, ainsi que le mode de fonctionnement des élytres, notamment entre les grillons et les courtilières, les courtilières et les sauterelles, présentent des différences importantes. La râpe, par exemple, n'est pas forcément portée par la même nervure. Les structures de résonance ne sont pas délimitées par les mêmes nervures. Elles n'ont pas la même forme, elles n'ont pas le même emplacement, elles ne sont pas homologues. En gros, elles ne sont pas homologues. Le fonctionnement de l'appareil stridulatoire n'est pas non plus le même, ce qui explique notamment la différence de tonalité entre le chant d'un grillon et le chant d'une sauterelle et d'une courtilière. D'autre part, les espèces qui chantent au sein des encifères ont toujours des tympans. C'est vraiment une communication intraspécifique. Les espèces chantent et les espèces ont besoin d'entendre ce chant. Par contre, la structure des tympans et leur fonctionnement est également différent. Donc, toutes ces données tendraient à valider une hypothèse de convergence plutôt qu'une hypothèse d'héritage et de présence ancestrale de la communication acoustique par les élytres chez les encifères. Et tout ce faisceau de données en fait est confirmé également par les dernières études qui ont consisté à étudier la nervation, la base de la nervation, donc la base de l'aile, avec de la tomographie à rayons X. Et là, on a vraiment pu identifier les nervures qui étaient impliquées dans l'appareil stridulatoire et montrer que l'identité des nervures n'était pas la même. Alors bien sûr, tous les scientifiques ne sont pas convaincus par tout ce faisceau de données, et maintenant ce problème est réanalysé, mais en abordant les choses d'un point de vue génomique, au niveau des gènes impliqués dans la stridulation.